Dégagez, dégagez, le prince arrive. Allez tout le monde, joignez vos mains et baissez les yeux. C'est ça, baissez les yeux, joignez vos mains et retenez votre souffle. Qui c'est celui-là? Il nous prend pour des moutons ou quoi? Le prince arrive et alors? Qu'il vienne. C'est un être humain tout comme nous. Pourquoi faudrait-il dégager et cesser de respirer? Et si l'on étouffait? Ce serait très bien. Les fauteurs de troupes comme toi feraient mieux de mourir. Nous aurions moins de travail. Mais nous n'avons aucun droit ici. Arrière, traître, ennemi. Les hommes n'ont pas de droit ici et elle ose en réclamer. Et alors, qu'est-ce que je suis, moi? Toi, tu es moins qu'un homme. Tu es une femme, rien qu'une femme. Garde! Attrapez-la et qu'on l'enferme à jamais entre quatre murs et sous un voile. Dépêchez-vous, qu'on l'enferme dans le tchador et le chardivari. Tchador et chardivari, c'est le fait d'être complètement voilé et enfermé dans sa maison. C'est sans doute ainsi qu'il voit la place de la femme dans la société islamique, complètement effacée. Tchador, c'est ce drap blanc dans lequel la femme s'enveloppe, et le chardivari, les quatre murs de son foyer. मशरिक में तो नहीं, मेरा ख्याल है मगरिब में आप कहिए। मगरिब में लोग ये समझते हैं इसलिए कि मगरिब के अंदर औरत को जो इस्लाम हकूक देते हैं। En Occident, les gens ne savent pas que l'islam accorde des droits à la femme parce que les adversaires de l'islam n'ont fait que de la propagande sur les 4 mariages, sur le port du voile, sur la femme emprisonnée entre 4 murs. Ils n'ont fait que propager ces aspects qui ont fait peur aux femmes et les ont éloignées de l'islam. Mais c'est avec beaucoup de tristesse que je vois qu'en Occident, la position de la femme est telle que tant que son visage est joli comme une fleur, tout le monde l'aime. Mais quand elle devient ridée, on la rejette dans des maisons pour personnes âgées car plus personne ne l'aime, même ses propres enfants ne veulent pas la garder chez eux. Lorsque les femmes portent des vêtements très près du corps, soulignant leur forme, cela nous donne de mauvaises pensées. C'est pour cela que l'islam prêche le port du voile, car la femme ne doit rien montrer, aucune partie de son corps, même pas son visage, à toute personne inconnue. Ainsi, si l'homme ne voit ni le visage ni le reste, il n'aura pas de mauvaises pensées. Ma femme porte le voile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle fait comme elle a vu faire chez ses parents. Cela fait partie de sa culture. Mais on ne peut pas dire que toutes les femmes portent le voile au Pakistan. Certaines femmes s'habillent comme en Europe. Mais si ma femme veut porter le voile, je ne l'en empêcherai pas, car ce que lui a appris sa mère, sa sœur, sa culture, est tout à fait naturel pour elle. En ce moment, la société est si corrompue moralement que nous ne pensons pas qu'il soit convenable de laisser nos femmes sortir de la maison pour travailler. Mais lorsque la société sera moralement réformée, elles pourront sortir en toute quiétude, elles pourront travailler. Nous sommes même enclins à ce qu'elles aient une meilleure situation et qu'elles participent aux guerres. Nous pensons que si l'islam était appliqué à la lettre, la société serait automatiquement tellement réformée qu'il n'y aurait plus de telles barrières à la promotion de la femme dans la société.
Eh bien, en ce qui concerne notre religion, la seule chose qu'elle a imposée, c'est le port du voile, c'est-à-dire que la femme doit cacher son visage. Mais en ce qui concerne l'obligation de rester au foyer, l'impossibilité de voter et ce genre de choses, ceci a été imposé par les hommes de notre pays et par nos femmes aussi. Sous le régime de Zia, les fondamentalistes étaient soutenus à un tel point qu'il était devenu très difficile pour une femme de sortir seule, de circuler librement dans la rue et de s'exprimer tout simplement. L'homme avait plus ou moins reçu le droit de critiquer ou de désapprouver toute femme qui sortait seule dans la rue. Les gens se retournaient sur son passage et la montraient du doigt en disant « Comment ose-t-elle sortir? De quel droit est-ce qu'elle sort de chez elle ?» Ce n'est pas normal qu'elle sorte seule. C'est sans doute une mauvaise femme, quelque chose ne va pas bien chez elle. Pendant toutes ces années, la société et les valeurs de cette société ont été consciemment changées et les médias et tout autre moyen ont été utilisés à ces fins. Mais c'est très intéressant de voir que malgré ça, malgré ces 10, 11 années d'un tel conditionnement, cette même société est élue une femme Premier ministre. C'est très intéressant. C'est remarquable. La lutte a été très longue. Nous avons dû subir de nombreuses périodes d'exil intérieur, c'est-à-dire d'exil d'une province du Pakistan à une autre, des périodes d'emprisonnement, l'exécution du Premier ministre et la pendaison de nos dissidents. Mais cette phase est maintenant terminée. Le Pakistan est une jeune nation née de la division de l'Empire britannique des Indes. Alors que le Mahatma Gandhi était opposé à la création de 2 États indépendants en Inde, une centaine de millions de musulmans, mobilisés par Mohammed Ali Jinnah et la Ligue musulmane, luttaient pour obtenir leur propre nation. De violentes émeutes entre communautés hindoues et musulmanes ont rendu la division de l'Inde inévitable. Ainsi, après une longue lutte contre la couronne britannique, alors que l'Inde accédait à l'indépendance le 14 août 1947, une nouvelle nation, le Pakistan, le pays des purs, naissait avec Mohammed Ali Jinnah comme premier gouverneur général. Dès les premiers jours qui suivirent la division, le monde fut témoin du plus grand exode de l'histoire. Plus de 17 millions de personnes abandonnèrent leurs maisons, quittant les villes et les villages pour migrer d'un pays à l'autre. Depuis la création du Pakistan, les rênes du pouvoir ont été le plus souvent tenues par les militaires. La dernière des dictatures militaires en date, et aussi la plus longue, s'est imposée en 1977 après le coup d'État du général Zia-ul-Haq contre le gouvernement démocratique du charismatique Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto est pendu 2 ans plus tard. Le général Zia remet alors à une date indéfinie des élections générales jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Instituer la charia, le code de la loi islamique au Pakistan. Benazir, la fille aînée de Zulfikar Ali Bhutto, qui est élue coprésidente du parti de son père, le Parti du peuple pakistanais, va commencer sa longue et courageuse lutte pour la restauration de la démocratie au Pakistan.
Durant les 11 ans et demi de dictature du général Zia, elle subira la prison, la résidence surveillée et finalement l'exil politique. Son retour au Pakistan en avril 1986, après 2 ans d'exil, est un triomphe. Il lui faudra plus de 12 heures pour parcourir les 15 kilomètres qui séparent l'aéroport de Lahore. Le peuple pakistanais est avec elle. Mais c'est la mort soudaine du général Zia en août 1988, dans un mystérieux accident d'avion, qui finalement permet aux élections générales d'avoir lieu. D'un côté, Benazir Bhutto et le Parti du peuple pakistanais, de l'autre, l'Alliance démocratique islamique, une alliance de 9 partis, dont certains proclament qu'ils empêcheront par tous les moyens qu'une femme devienne chef de l'État. Néanmoins, Benazir Bhutto remporte les élections et est nommé Premier ministre du Pakistan le 2 décembre 1988. C'est la première femme de l'histoire moderne à diriger un État musulman. Un nouvel horizon démocratique s'ouvre au Pakistan. Je ne suis pas vraiment la première femme musulmane à diriger un État. Il y a eu plusieurs femmes chefs d'État au tout début de l'islam, entre le 7e et le 9e siècle. Mais il est vrai que mon élection relance la question du rôle de la femme dans l'islam, relance le débat, et je pense que c'est une bonne chose. Mon élection prouve que les femmes musulmanes peuvent se fixer n'importe quel but et l'atteindre. Donc, en ce sens-là, c'est un événement très important et un tournant historique pour les femmes dans le monde moderne. Je pense que c'est une honte pour notre peuple que le Pakistan soit le premier pays musulman dans lequel une femme est élue Premier ministre, parce que c'est contre l'esprit de l'islam. C'est absolument anti-islamique. Je pense que c'est un miracle qu'elle y soit parvenue et qu'on l'ait autorisée à atteindre cette position. Mais j'espère que si elle échoue, elle sera jugée en tant que dirigeante de son parti ou en tant que chef d'État et non en tant que femme, car sinon, toutes les femmes du Pakistan devront en payer le prix. Nous ne voulons pas travailler sous un gouvernement dirigé par une femme, parce que l'islam ne le permet pas et parce que notre prophète, la paix soit sur lui, n'a jamais dit que l'on pouvait être dirigé par une femme. Notre devoir est de faire régner la démocratie dans le pays, non qu'une femme gouverne. Seuls les hommes peuvent gouverner. Seul un homme peut donner des ordres à un autre homme. Benazir, ce que j'en pense, Benazir est bien. Elle va diriger le gouvernement. Elle en est capable. Le peuple l'a élue, un point c'est tout. Pendant les 5 années à venir, nous ne lui ferons aucun reproche parce que c'est nous qui l'avons élue. Il y a eu un changement, je le ressens vraiment. Et je pense que la plupart des gens le ressentent aussi. Et ce qu'il y a de plus formidable dans tout ça, enfin c'est mon avis, c'est que nous avons une femme comme Premier ministre et elle est jeune. Mon opinion est tout à fait conforme au Coran et aux hadiths.
Et c'est qu'une femme ne peut pas être chef d'État, car parmi les droits que l'islam a accordés à la femme, il ne lui a pas donné, même pour une seconde, le droit de devenir ministre. Donc, elle ne peut pas remplir cette fonction dans la mesure où elle ne peut pas mener les prières, et son témoignage ne vaut que la moitié de celui d'un homme. L'islam est une religion pratique. Il a donc séparé les responsabilités. La femme a l'entière responsabilité du foyer et l'homme est responsable de tout ce qui est extérieur au foyer. Ainsi, ni le foyer ni l'État ne pourront être négligés. La loi islamique n'est pas en vigueur, n'est-ce pas? Si c'était le cas, alors nous-mêmes nous nous serions opposés à Benazir, car selon la loi islamique, elle ne peut pas diriger le pays. C'est notre constitution qui autorise Benazir à gouverner. Le Pakistan est un pays extrêmement politisé. Notre pays a vu le jour grâce à une lutte politique. Par conséquent, un esprit politique très éveillé a toujours existé. Par la suite, il y a eu des dictatures, mais le peuple s'y est toujours opposé. C'est logique. Si on a faim, on souffre. Si on n'a pas de logis, si on est frustré, on est sans travail, on souffre. C'est cela, l'essence de la politisation. Cela rend les gens plus sensibles aux idées. La BBC et la radio ont aussi changé le monde, car elles ont permis aux gens illettrés d'être à l'écoute et de savoir ce qui se passait. Le taux d'alphabétisation au Pakistan est faible, mais la conscience politique est extrêmement forte. Vous pouvez discuter de problèmes constitutionnels avec des chauffeurs de taxi. Ils vous donneront leur avis. Ils pourraient ne pas savoir lire, mais ils ont néanmoins des avis très prononcés. Et c'est cela, l'aspect le plus prometteur d'une démocratie dans un pays complexe du tiers-monde qui essaie d'atteindre le monde moderne. To reach the modern world. Nous entendons parler du confort de base qui existe dans le reste du pays. Maintenant, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous en avons entendu parler de nos propres oreilles. Avant, on n'avait jamais vu ces choses. Maintenant, nous les voulons aussi. D'abord de l'eau, ensuite des écoles, puis des hôpitaux. Nous avons besoin d'écoles et d'hôpitaux pour tous ces enfants. Le Premier ministre du Pakistan va nous donner ces choses, puis nous les redistribuerons à la population. C'est Benazir qui nous gouverne. Nous sommes de pauvres gens. Nous sommes pauvres. Nous vivons ici dans des conditions misérables et avec nos souffrances. Nous sommes pauvres. Dites-lui de nous aider, d'apporter un peu de confort dans notre village, de soulager notre douleur. जमहूरियत डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छा है
La démocratie, c'est beaucoup mieux que la dictature. La démocratie, c'est mieux parce que c'est le gouvernement des représentants du peuple. Et les personnes pour qui les gens votent auront à répondre au peuple. Nous sommes pour Benazir parce que c'est une démocrate et nous avons pensé que c'est mieux pour nos générations futures parce qu'elle peut résoudre nos problèmes. Nous sommes un peuple rural, nous vivons encore comme au temps du Christ. Nous n'avons aucun confort ici. L'islam n'autorise pas la dictature, le pouvoir aux mains d'un seul homme. L'islam prévoit le système de la Shura, un gouvernement composé de plusieurs personnes, de plusieurs hommes. La démocratie est très proche de l'islam, la dictature n'en est pas aussi proche. Je ne comprends rien à toutes ces idées, à tous ces jeux. Parfois on me parle de l'islam, parfois de la démocratie, mais je n'y comprends rien. La démocratie est une très grande responsabilité pour une nation. Un pays sans démocratie n'a aucun mérite. Pour nous, c'est la liberté. Tout le monde est libre de s'asseoir, de marcher, de voir ses amis, de faire ce qu'il a envie. Pour nous, c'est ça la démocratie. Sauvegarder la liberté. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important, que les hommes soient libres. Sans liberté, on ne peut rien accomplir. C'est le respect de l'individu, la valeur de l'individu et l'autodétermination de l'individu qui permettent à chacun de construire sa vie. À mon avis, les Pakistanais n'ont pas eu la liberté de choisir leur vie, ni de la façonner. Ils n'ont pas eu de choix, ils ont été obligés de tirer le meilleur du pire, ou même d'attendre que du pire surgisse une lueur d'espoir. C'est agréable de voir un joli visage à la télévision, mais je ne vois pas en quoi ça changera la mentalité du Pakistanais moyen. Au contraire, je crois que l'homme aura enfin l'occasion de voir ce dont est capable la femme orientale. Ils ont toujours gardé leur femme à la maison, ça ne changera rien, je ne vois pas comment ça pourrait changer. Mais les femmes n'ont jamais eu leur chance ici. D'avoir une femme au pouvoir pendant 5 ans ne changera pas la mentalité des hommes. Ça pourrait changer quelque chose, c'est peut-être un début. C'est une lutte importante pour les femmes. Je pense même qu'il serait très intéressant pour un étudiant en sociologie d'observer comment les Pakistanaises luttent pour leur statut. Elles ont gagné la première manche avec l'élection de Benazir, avec une femme au pouvoir. Les principaux obstacles sont le poids de la tradition et la structure sociale du pays. C'est dans ces domaines que l'on doit évoluer. Par exemple, d'après les statistiques, nous avons 28% d'écoles primaires pour les filles et 72% pour les garçons. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que les femmes restent en retrait. L'éducation est primordiale.
La famille n'a pas du tout approuvé notre éducation parce que voilà la question qu'elle posait à ma mère. Que vas-tu faire de tes filles une fois qu'elles auront été à l'école? Que veux-tu qu'elles fassent? Quelles seront leurs professions? Personne ne voudra épouser tes filles si elles sont éduquées. Certaines d'entre nous deviendront des docteurs, d'autres des avocats, d'autres des bénazirs, d'autres des rois. Oh oui, il y a eu un énorme changement. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à l'université de Peshawar, il y a 20 à 25% de filles parmi nos étudiants. Vous serez ravis d'apprendre que toutes les meilleures places sont obtenues par elles. Nous sommes très satisfaits d'elles. D'ailleurs, l'autre jour, nous avons convoqué les élèves et lors de cette réunion, j'ai dit aux garçons, « Messieurs, préparez-vous aux tâches ménagères, car sous peu, vous devrez assurer les tâches ménagères et les femmes prendront les responsabilités de diriger le gouvernement et de gérer les affaires d'État. Et Madame Bhutto, Benazir Bhutto, est un bon exemple pour elle. » Il est vrai que les femmes du Pakistan voient dans mon succès leur propre succès, le sens de la réussite et des raisons d'espérer. J'en ai discuté avec mes collaborateurs et nous avons créé une commission chargée d'étudier les problèmes de la femme et à la lumière de leurs conclusions, nous prendrons des mesures législatives et économiques permettant aux femmes de faire leur propre choix dans la vie. Nous les femmes qui travaillons ici, quand nous rentrons chez nous le soir, les gens disent un tas de choses contre nous. Vous savez, ils nous pointent du doigt, disent qu'une femme doit rester chez elle, et ainsi de suite. Mais nous voulons travailler. Alors maintenant, il y a Benazir. Elle aussi, elle travaille, elle a une famille, elle sort de chez elle et elle dirige un si grand pays. Alors maintenant, les femmes prendront exemple sur elle et feront pareil. En ce qui concerne mes filles et le travail, je ne veux pas leur imposer mes idées. Mais tant que je suis là, je ne veux pas qu'elles travaillent pour que je reste à ne rien faire. Et quand elles se marieront, ce sera au mari et à la belle famille de décider si elles peuvent travailler ou non. C'est une société dominée par l'homme, et donc c'est bien pour les hommes, mais pas pour les femmes. Par exemple, si une fille sort de chez elle, lorsqu'elle rentrera, elle sera réprimandée. Si un garçon sort, personne ne voit de mal à cela. À mon avis, c'est une société dominée par les hommes. Les hommes ici sont très dominants, possessifs et agressifs, tout ce que vous voulez. Ils sont mauvais, très mauvais. Je partage le même avis que mes amis. J'ai un père et des frères aussi. Et je pense qu'ils n'ont pas l'esprit très ouvert. Surtout quand il s'agit de sortir sans le voile sur notre tête. Et cela, à mon avis, c'est un tort. Ils devraient être plus libéraux et nous laisser le droit de nous exprimer. Sinon, lorsqu'on ne peut pas s'exprimer, on devient mauvaise et on dévie du droit chemin. I think that broadly speaking, the overwhelming majority of Pakistani Musliman À mon avis, la grande majorité des musulmans pakistanais, pères, frères, époux et fils, pensent que c'est leur devoir de protéger leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères et leurs filles. Et ceci au sens large du terme. Donc, du point de vue de la femme, on pourrait dire que sa liberté est bafouée par son père, son frère, son mari ou son fils.
or her son. À mon avis, ils ne sont pas assez ouverts et ils n'accordent pas à la femme un statut égal à l'homme, ce qui est primordial dans une démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse leur en vouloir parce que cela provient de leur culture, de leur éducation et de leur religion. Tout y contribue et on ne peut pas tout leur reprocher. Eh bien moi, je veux toujours que l'on m'ouvre la porte et que l'on pousse la chaise lorsque je m'assieds. J'aime ça. On parle de la liberté des femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'une femme est libre de circuler dans la rue, de faire ce qu'elle veut, de s'organiser? Sont-elles libres? Ce n'est pas parce qu'elles sont respectées qu'elles ont le statut qui leur est dû. Peu importe la façon dont on a été élevé, je pense que cela est dû à la mentalité de l'homme pakistanais, ou plutôt à la mentalité orientale en règle générale. C'est un problème lié très profondément à la culture de chaque pays. Avec le temps, les traditions changent et laissent la place à de nouvelles traditions. À l'heure actuelle, si l'on parle d'attitudes, on constate qu'il y a des attitudes semblables dans différentes parties du monde. Donc, en quelque sorte, le monde s'unifie en adoptant des valeurs semblables, par exemple, le besoin de liberté, le besoin de dignité. De quoi êtes-vous accusé? D'adultère. C'est-à-dire? Eh bien, ma belle famille m'a dit, notre fils est plus jeune qu'elle, elle l'a épousé. C'est pour ça qu'ils m'ont fait condamner pour adultère, parce qu'on s'est mariés sans leur consentement. Et vous, quand avez-vous été arrêté? Il y a 1 an et 6 mois. Et cet enfant, quand est-il né? Il est né à Bakraïd. Ici, en prison? Oui, il est né dans cette prison. Et vous, racontez-moi ce qu'il vous est arrivé. Eh bien, mon mari est décédé. Et alors, j'ai pensé qu'il me fallait un protecteur. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un, mais il est devenu très fier et n'a pas voulu m'épouser. Alors ma mère m'a fait arrêter et mettre en prison. Le 4 décembre 1985, nous sommes allés à la mairie et on s'est mariés. Après ça, mes parents m'ont fait condamner pour enlèvement. 1 an et demi avant qu'ils s'en prennent à moi, ils se sont vengés sur lui. Il est resté en prison pendant 7 mois et 11 jours. Puis j'ai obtenu sa libération sur caution de la haute cour. Cela fait 6 mois que mes parents m'ont fait arrêter. En plus, je suis enceinte. En février 1979, le général Zia-ul-Haq a promulgué les ordonnances du Hadoud. Le mot Hadoud veut dire les châtiments prescrits par le Coran. Ces peines s'appliquent au vol, à l'adultère et aux délits comparables à l'adultère. Le vol est puni par l'amputation, alors que l'adultère est puni, dans le cas d'un musulman, par la lapidation, et dans le cas d'un non-musulman, par 100 coups de fouet.
Les conséquences de la mauvaise conduite sont bien plus graves que le châtiment en lui-même. Regardez en Occident, par exemple, où la mauvaise conduite n'est pas considérée comme un péché. La société est bouleversée par ses conséquences et il n'y a pas de remède en vue. Je pense que la plupart des différentes catégories de la société ne considèrent même pas les ordonnances du Hudoud comme étant dans l'esprit de l'islam, qui est une religion de dignité. Bien sûr, on peut exercer un effet de dissuasion, mais il faut penser aux moyens utilisés. Mais j'avoue que dans un pays en pleine transition, il y a polarisation et nous ne voulons pas en ce moment accentuer cette polarisation. Nous voulons un équilibre. Sans accentuer la polarisation, nous voulons donner aux femmes le sentiment d'être protégées. Nous le ferons, nous le faisons. Qu'appelle-t-il enlèvement? Il ne s'agit pas de l'enlèvement d'un bébé ou d'un jeune enfant qui se laisserait emmener. C'est sûr que si deux personnes s'enfuient ensemble, c'est qu'ils doivent s'aimer. Et puis, on ne peut pas accuser d'enlèvement un couple qui se marie. Comment peut-on accuser d'enlèvement deux personnes qui se marient, qui en ont la preuve, qui ont un certificat de mariage islamique, qui ont un témoin? Ce n'est pas un crime. Il est vrai qu'enlever quelqu'un est un crime, ça oui. Mais accuser d'enlèvement deux personnes, un garçon et une fille qui se marient, ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas un crime. Le général Zia s'est cyniquement servi de l'islam à des fins politiques. Les lois qu'il a fait appliquer étaient discriminatoires et ne sont sanctionnées ni par la Constitution ni par le nouveau gouvernement. Il est vrai qu'en ce moment, les fondamentalistes sont très puissants dans certains domaines car ils ont été au pouvoir depuis plus de 11 ans et demi. Donc, nous devons agir prudemment et dégager un consensus d'opinion nationale afin de rétablir les valeurs contenues dans notre Constitution qui ne font aucune discrimination sexuelle. Sous notre gouvernement, il n'y aura aucune exécution de peine très sévère, mais il est très important qu'un consensus national se dégage pour s'assurer que plus aucun gouvernement futur n'ait recours à ces punitions draconiennes. Vous savez, il y a 72 sectes en islam, 72 ou 74, et très peu d'entre elles pensent que les ordonnances du Hudoud sont véritablement islamiques. De nombreuses sectes ont une interprétation de l'islam qui est beaucoup plus humaine et plus rationnelle. Elles pensent que les ordonnances, telles celles du Hudoud, vont à l'encontre de l'esprit humanitaire engendré dans l'islam et des valeurs telles que la fraternité et l'égalité qui font partie de l'esprit islamique. À mon avis, ces ordonnances ont été imposées à des fins politiques pour effrayer les gens, pour les terroriser et les opprimer, afin qu'ils ne réclament pas leurs droits démocratiques. Lorsqu'une femme devient chef d'État, il doit y avoir un esprit de justice. Les femmes doivent avoir la liberté d'être adultes, au moins qu'elles puissent se marier selon leurs propres désirs. Se marier n'est pas un crime, ce n'est pas un enlèvement. Ce gouvernement peut entamer la première phase pour établir la démocratie à long terme. Et lorsque la démocratie s'épanouira et enveloppera toute une génération, c'est alors que ces valeurs se propageront. Une des valeurs de la démocratie est la justice pour tous. Aujourd'hui, hélas, il n'y a pas encore de justice pour tous.
कपड़ा ना चुको एक मिनट कपड़े दे नाल कपड़ा थल्ले रख के Pas seulement pour les femmes, elle est bonne pour tout le monde. Les femmes, les hommes, pour notre pays, elle est très bien. Personnellement, la politique ne m'intéresse pas. Si ça ne vous dérange pas, je préfère parler de mon métier. बगोले की तरह रक्स को जी चाहता है Avant que le général Zia ne prenne le pouvoir, il y avait énormément de spectacles de danse, de théâtre au Pakistan. Mais lorsqu'il est arrivé, il a officiellement interdit aux femmes de danser sur scène. Donc, on ne pouvait plus faire de représentation de danse en public et de toute façon, tout spectacle n'était autorisé que dans le cadre d'une soirée culturelle et ceci seulement à condition d'avoir obtenu au préalable un certificat de non-objection. Et dans ce certificat, il était écrit « La danse, l'obscénité et la nudité ». Ces trois choses étaient toujours groupées ensemble dans ce certificat. C'était écrit « La danse, l'obscénité et la nudité interdites ne sont pas autorisées ». C'était la même chose pour le général Zia et son régime. En fait, il est écrit dans le Coran que la musique est quelque chose de mauvais et elle est interdite aux musulmans car elle conduit à la sexualité, à Satan et à toutes ces choses-là. Car l'homme, en écoutant la musique, perd la tête et se détourne du droit chemin. Seule est autorisée la musique qui existait, par exemple, du temps des guerres saintes. C'était les tambours. Et les tambours ne sont pas anti-islamiques car ils engagent à devenir plus audacieux, à mieux se battre. Mais dans l'art, il y a aussi la peinture. Peindre les fleurs, les arbres, les paysages, ce n'est pas anti-islamique. La poésie non plus n'est pas entièrement anti-islamique. La poésie esthétique n'est pas anti-islamique. Nous avons cette appréciation artistique dans l'islam. Mais il ne faut pas dépasser les limites et devenir de l'art corrompu, car alors c'est anti-islamique. The scare of
La peur qu'on ne puisse pas faire ci, qu'on ne puisse pas faire ça, alors on ne peut pas vraiment travailler avec ce peu de liberté. Vous savez, on ne peut pas éclairer son public, faire un travail vraiment sérieux. Maintenant, on aimerait aller dans les villages et faire jouer toutes sortes de pièces de théâtre et toucher au maximum le public et le divertir. J'aime que les gens soient heureux, j'aime les voir rire et qu'ils aient du plaisir. L'époque de Zia a rendu les gens moroses. Regardez leur tête. On dirait qu'ils se préparent à la mort et à l'au-delà. हम पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर जो है शरीयत की जो कानून है शरीयत Nous voulons au moins qu'au Pakistan, la charia, le code de la loi islamique, soit appliqué. Et qu'il y ait un chef d'État capable de mettre en vigueur l'ordre de la charia, tout en gouvernant le Pakistan et en appliquant le code de la loi islamique. Je suis absolument contre. Et pourquoi suis-je contre? Parce que plus vous imposez quelque chose aux gens, plus ils résisteront. Et dans l'islam, il n'y a aucune contrainte. Ceci est dit très clairement. Il n'y a aucune contrainte. Que je dise mes prières ou non, mon père ou mon époux peuvent m'encourager, me dire que ce serait bien. Il est de leur devoir de me dire que je dois suivre ma religion, faire mes prières, pratiquer le jeûne, mais ils ne peuvent pas m'y contraindre. Zia-ul Haq a beaucoup imposé par la force et c'est pour cela que notre jeunesse se détourne de l'islam. À mon avis, la religion est une affaire personnelle et pendant ces 11 dernières années, des gens ont essayé de l'imposer. Pour moi, ce n'est pas une façon de pratiquer une religion. Je suis absolument d'accord. La religion est quelque chose de personnel. Qu'on vous demande si vous priez ou si vous pratiquez le jeûne, c'est offensant. Quelle que soit la religion, elle doit être personnelle, alors que la politique peut se faire dans la rue. Mais on devrait avoir une religion bien à soi, peu importe laquelle. Lorsque l'on associe la religion à la politique, on a ce qu'on voit au Pakistan aujourd'hui. Les mollahs font de la politique, les poètes font de la politique, tout le monde fait de la politique. On ne doit pas mélanger la politique et la religion. Ce sont deux choses bien distinctes et le gouvernement ne doit pas imposer la religion. C'est à chacun de choisir s'il veut la pratiquer ou non. Mais tu ne crois pas que cette fusion de la religion et de la politique se justifie par le fait que l'islam est à la base de la création du Pakistan? Lors de la création du Pakistan, le fondateur a dit que le Pakistan serait un pays où les hindous cesseraient d'être hindous et les musulmans cesseraient d'être musulmans. Pas dans le sens religieux, mais dans le sens sectaire. Ce serait un État laïque où régnerait la tolérance envers tous, et c'est ce que veut la démocratie. La démocratie veut la tolérance.
Il y a l'islam des dictateurs et l'islam des démocrates. Tout dépend de l'interprétation que l'on fait de l'islam. Pour nous, musulmans, notre religion est très importante. Nous ne trouvons pas dans la religion une contradiction avec le monde moderne et les nouvelles techniques. Pour nous, l'islam est une religion de compassion. C'est une religion dynamique qui, par conséquent, peut nous conduire et nous aider à évoluer vers le XXIe siècle avec de bonnes valeurs. À l'origine, l'islam était une religion libératrice. On ne le penserait pas aujourd'hui à entendre la façon dont certains spécialistes en parlent. Ce que je veux dire, c'est que nous avons notre propre interprétation de l'islam comme une religion de compassion et une religion de paix, et j'espère que le Pakistan aura l'occasion de montrer cet autre visage de l'islam.